Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui au cœur d'une légende japonaise, une histoire incroyable, celle des 47 Ronin. Ah oui, les 47 Ronin. Une histoire captivante, transmise de génération en génération, et qui a connu, vous savez, de multiples versions et interprétations au fil du temps. Exactement. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que cette histoire porte plusieurs noms? Au Japon, on l'appelle souvent Eikojikan, ce qui signifie l'incident d'Eiko ou la vendetta d'Eiko. Oui, c'est ça. Et pour les amateurs de fiction, on retrouve tout un genre littéraire, le Kakushingura, qui signifie à trésor des fidèles. Un genre qui s'inspire directement de cet événement historique. Mais en Occident, eh bien, c'est le nom-nom. Les 47 Ronin, qui est resté, popularisé notamment par le récit d'Isaac Tetzing, un marchand néerlandais, et puis plus tard par le livre Tales of Old Japan d'Ire Mitford. Ah oui, Mitford. Il était connu pour son style un peu romanesque, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il a probablement embelli certains aspects de l'histoire pour la rendre, disons, plus attrayante pour le public occidental. On peut dire ça comme ça, oui. Mais au-delà de ces embellissements possibles, le contexte historique est essentiel, je pense, pour bien comprendre les enjeux de ce drame. On est au début du siècle, dans un Japon féodal sous l'autorité du shogun Tokugawa Tsunayoshi. Un système complexe qui régit les relations entre le shogun et les daimyo, ces seigneurs féodaux. Absolument. Un système très structuré où le shogun exerce son pouvoir sur les daimyo qui, eux, gouvernent leur propre domaine. Et c'est dans ce contexte qu'entre en scène Asano Daganori, le daimyo Dako, qui est chargé d'organiser une réception pour des ambassadeurs impériaux, et travaille en collaboration avec un autre seigneur, Kamae Korachika. Oui, et c'est là qu'un personnage clé fait son apparition. Kira Yoshinaka. C'est le maître de cérémonie du shogun, responsable de l'étiquette à la cour. Kira, un personnage pour le moins controversé d'après ce que j'ai compris. Oui, on peut le dire. Disons qu'il avait la réputation d'être assez avare et corrompu. Il exigeait des cadeaux, et pas des moindres, pour ses services. Certains le décrivaient aussi comme arrogant, méprisant, prenant un certain plaisir à humilier ceux qu'il considérait comme inférieurs à lui. Pas très sympathique, ce Kira. Et apparemment, il n'a pas tardé à prendre en grippe Asano et Kama. C'est exact. Il les a provoqués, humiliés, leur a fait vivre un véritable enfer. Je peux imaginer la pression qui pesait sur ces deux daimyo. Oh oui, une pression énorme. Kamae, poussé à bout, a même envisagé de tuer Kira. Ah oui, quand même. Oui, mais son conseiller l'a convaincu de se calmer et de choisir une solution plus pragmatique. C'est-à-dire... Eh bien, il a tout simplement soudoyé Kira, il lui a offert un pot de vin substantiel, et du coup, Kira est devenu beaucoup plus accommodant envers Kamae. Ah, le pouvoir de l'argent. Et Asano, qu'est-ce qu'il a fait? Asano, malheureusement, n'était pas aussi habile politiquement que Kamae. Il a refusé de se plier aux exigences de Kira et s'est attiré ses foudres. Jusqu'à cet incident fameux où Kira lui demande de rattacher le ruban de sa chaussette. Exactement, un geste anodin en apparence, mais profondément humiliant dans le contexte rigide de la cour shogunale. Et Asano a complètement disjoncté. Oui, il a dégainé son wakizashi, son sabre court, et a attaqué Kira. Un acte impensable au sein du château d'Edo. Absolument. C'était un crime capital. Le shogun, pour affirmer son autorité, l'a condamné au seppuku, le suicide rituel des samouraïs. Une sentence terrible. Et quelles ont été les conséquences pour le clan d'Asano? Son clan a été dissous, ses terres confisquées et ses samouraïs sont devenus des ronins, des guerriers sans maître. Des hommes sans but, errants sans attache. Exactement. Imaginez leur désarroi. Ils avaient tout perdu. Leur statut, leur honneur, leur raison d'être. Et c'est là que 47 d'entre eux décident de venger leur maître. Oui, menés par Oishi Kuranosuke Yoshio, l'ancien conseiller d'Asano. Ils ont juré de venger leur maître, malgré l'interdiction formelle du shogun. Une décision risquée. Kira, conscient du danger, vivait reclus, protégé par une garde rapprochée. Oui, s'attaquer à lui était quasiment suicidaire, mais les Ronins étaient déterminés à accomplir leur vengeance, coûte que coûte. C'est le début d'une longue et périlleuse quête. Et pour réussir, ils savaient qu'il fallait être patient, astucieux, et surtout ne pas éveiller les soupçons. Pas facile quand on est un groupe de samouraïs assoiffés de vengeance. C'est là que leur stratégie prend une tournure fascinante. Au lieu de foncer tête baissée, ils se dispersent, abandonnent leur identité de samouraï. Ils se fondent dans la masse. Exactement. Ils adoptent de nouveaux métiers, de nouvelles vies pour endormir la méfiance de Kira. On imagine mal ces guerriers aguerris troquant leurs sabres pour des outils d'artisan ou des habits de marchands. Eh bien, c'est pourtant ce qu'ils ont fait. Oishi, le chef des Ronins, est allé encore plus loin. Il s'est transformé en un ivrogne débauché, fréquentant les tavernes, se vautrant dans la déchéance. Incroyable. Un samouraï joue un rôle aussi dégradant. C'était un sacrifice énorme pour lui, mais il était prêt à tout pour venger son maître.
On raconte même qu'un jour, un homme de Satsuma, le prenant pour un vulgaire poivreau, l'a humilié en public. Et Oishi n'a rien dit. Il n'a pas blanchi. Il a encaissé l'affront plus déterminé que jamais à mener son plan à bien. Ça montre à quel point il était dévoué à sa cause. Mais cette dissimulation a dû avoir un coût psychologique important. Ah oui, sans aucun doute. Il vivait dans le mensonge, il avait renoncé à son honneur, il était séparé de sa femme et de ses jeunes enfants. Situation terrible. Pendant ce temps, les autres Ronin étaient à Edo, j'imaginais. Oui, ils infiltraient la ville, observaient les habitudes de Kira, repéraient les failles dans sa sécurité. Ils préparaient le terrain pour l'attaque finale. Exactement. Et tout cela en menant une vie apparemment banale, de jour comme de nuit. Un véritable travail de fourmi, exigeant une patience et une discipline extraordinaires. On se demande comment ils ont pu tenir aussi longtemps. La force de leur loyauté envers Asano et leur désir de vengeance les ont certainement aidés à tenir bon. Et puis, il y avait l'espoir que Kira finisse par baisser sa garde. Oui, et c'est précisément ce qui s'est passé. Après plus d'1 an et demi de vigilance constante, Kira s'est senti en sécurité et a relâché sa garde. Et il pensait que la menace était passée. Exactement. Il a renvoyé la plupart de ses gardes, persuadé que les Ronin avaient abandonné leur projet de vengeance. C'était le moment que les Ronin attendaient. Oui, le 14 décembre 1702, par une nuit froide et enneigée, ils se sont rassemblés, prêts à frapper. Le moment de vérité était arrivé. Imaginez l'atmosphère. La tension, l'excitation, la peur. Avant l'attaque, ils ont partagé un dernier repas, comme un dernier adieu à la vie. Car ils savaient qu'ils risquaient leur vie. Absolument. Leur objectif était clair. Tuer Kira et déposer sa tête sur la tombe de leur maître. Un plan audacieux, mais risqué. Et comment ont-ils attaqué le manoir de Kira? Ils ont attaqué sur 2 fronts. Le groupe principal, mené par Oishi, a pris d'assaut l'entrée principale, tandis que le fils d'Oishi, à la tête d'un petit groupe, gardait l'entrée latérale. Ils ne voulaient laisser aucune chance à Kira de s'échapper. Exactement. Mais malgré leur soif de vengeance, ils n'ont pas oublié leur code d'honneur. Oishi avait donné des instructions strictes. Pas de victimes innocentes. Femmes, enfants, vieillards devaient être épargnés. Un geste noble, en quelque sorte. Il avait même envoyé un messager prévenir les voisins de l'attaque, leur assurant qu'il ne leur voulait aucun mal. On imagine le choc des habitants, réveillés en pleine nuit par le bruit des combats. Mais comment s'est déroulé l'assaut? Ont-ils rencontré une forte résistance? Oui, les gardes de Kira se sont battus avec acharnement, mais ils étaient en sous-nombre et surtout pris par surprise. Ils n'ont pas fait le poids face à la détermination des Ronin. Mais Kira, où était-il pendant ce temps? Kira, averti par le tumulte, a juste le temps de se réfugier dans ses appartements privés, entouré de ses plus fidèles samouraïs. Ah, il a tenté de se barricader. Exactement. Mais les Ronin n'allaient pas abandonner si près du but. Ils se sont lancés à l'assaut des appartements, bien décidés à en finir. Et le combat a été rude, j'imagine. Oui, très rude. Parmi les défenseurs de Kira, 3 samouraïs se sont particulièrement distingués par leur courage et leur habileté. Kobayashi Yachaki, Waku Endayu et Shimizu Ikaku. Ils ont opposé une résistance farouche aux Ronin. 3 contre 46, ça devait être un combat épique. Absolument. Un véritable choc des titans. Les Ronin, malgré leur nombre, ont commencé à douter. La fatigue, le désespoir. Oui, on peut imaginer. Après une telle préparation, un tel suspense. C'est à ce moment-là qu'Oishi, voyant ses hommes faiblir, a prononcé un discours poignant, leur rappelant le sacrifice d'Asano, leur serment de vengeance. Il les a exhortés à se battre jusqu'à la mort, car la plus grande gloire d'un samouraï est de mourir pour son maître. Un discours pour remotiver les troupes. Exactement. Et ça marchait. Oishi Chikara, le fils d'Oishi, galvanisé par les paroles de son père, s'est jeté à corps perdu dans la bataille. Il voulait venger son père et son maître. Tout à fait. Il a défié Waku Endayu, l'un des plus redoutables samouraïs de Kira, et un duel féroce s'est engagé. Un duel à mort. Oui. Le combat était si intense qu'il s'est poursuivi jusque dans le jardin du manoir. Chikara, plus jeune et moins expérimenté, a été mis à mal par son adversaire. Il a trébuché, est tombé dans un étang, et Endayu s'apprêtait à lui porter le coup fatal. Suspendait. Mais Chikara a réussi à se relever et, d'un geste rapide, il a tranché la jambe de son adversaire avant de le tuer d'un coup de sabre. Il a ensuite rejoint les autres Ronin qui, après une lutte acharnée, sont venus à bout des 2 autres samouraïs de Kira. La voie était libre enfin. Oui, les Ronin, ivres de vengeance, ont investi les appartements privés de Kira. Mais il n'était pas là. Quoi? Kira avait disparu. Seul son fils, armé d'une hallebarde, leur a fait face. Il s'est battu avec courage, mais il a été rapidement blessé. Les Ronin, reconnaissant son courage, l'ont laissé s'enfuir. Il ne cherchait que Kira.
Exactement, mais il était introuvable. Ils ont fouillé le manoir de fond en comble, sans succès. Le doute a commencé à s'installer. Avait-il réussi à s'échapper? Après tous ces efforts, tous ces sacrifices. La tension était à son comble. Les Ronin, au bord du désespoir, envisageaient même de se suicider. Ils ne supportaient pas l'idée d'avoir échoué. Mais ils ne pouvaient pas abandonner comme ça. Oishi, refusant de perdre espoir, a continué à chercher. Et c'est en touchant le lit de Kira qu'il a remarqué qu'il était encore chaud. Kira était là quelque part. Ils ne pouvaient pas être loin. La chasse à l'homme a repris de plus belle. Et c'est finalement derrière un tableau, dans la chambre de Kira, qu'ils ont découvert un passage secret. Un passage secret. Oui, il menait un tunnel qui débouchait sur une petite cour où se trouvait un entrepôt. 2 gardes y montaient la garde, mais ils ont été rapidement éliminés par les Ronin. Kira devait se cacher dans cet entrepôt. Non, c'est dans les toilettes extérieures, au fond de la cour, qu'ils l'ont finalement trouvé. Un vieil homme, vêtu comme un noble, tentant de se cacher. Oui, après tant d'années de recherche, il l'avait enfin trouvé. Le moment de la vengeance était arrivé. Oishi, malgré sa haine, a voulu respecter les traditions. Il s'est adressé à Kira en utilisant son nom et son titre, lui a rappelé qu'ils étaient les anciens samouraïs d'Asano et lui a offert une dernière chance de mourir avec honneur, le seppuku. Le suicide rituel. Exactement. Mais Kira, terrorisé, a refusé. Il a supplié les Ronin de lui laisser la vie sauve. On imagine sa terreur. Mais les Ronin étaient inflexibles. Ils avaient tout sacrifié pour ce moment. Oishi a forcé Kira à s'agenouiller et l'a décapité avec le sabre d'Asano. La vengeance était accomplie. Oui. Avant de quitter la Moa, les Ronin ont pris soin d'éteindre toutes les lumières pour éviter tout incendie accidentel. Ils ont placé la tête de Kira dans un seau et se sont mis en route vers Sengakuji, le temple où reposait Asano. Ils devaient honorer la mémoire de leur maître. Exactement. Leur geste audacieux a rapidement fait le tour de la ville. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre, suscitant l'admiration du peuple. On les a appelés les 47 Avidalleux, des héros qui avaient risqué leur vie pour venger leur maître. Et qu'en est-il du 47e Ronin, celui qui était absent lors de l'attaque? Ah oui, Teasaka Kishimon. Son sort reste un mystère. Certains pensent qu'il a été envoyé prévenir la famille d'Asano de la réussite de la vengeance. D'autres qu'il a fui avant l'attaque, incapable de supporter le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. On ne saura probablement jamais la vérité. Probablement pas. Quoi qu'il en soit, les 46 Taronins arrivés au temple ont déposé la tête de Kira sur la tombe d'Asano et se sont rendus aux autorités. Condamné à mort, j'imaginais. Oui, mais ils ont été autorisés à commettre le seppuku, une marque de respect pour leur courage et leur loyauté. Une fin tragique, mais en accord avec leur code d'honneur. Oui. Ils ont rejoint leur maître dans la mort, enterrés à ses côtés au temple Sengakuji. Leurs tombes sont devenues un lieu de pèlerinage, attirant des milliers de visiteurs chaque année. L'histoire des 47 Ronin est une histoire fascinante, une tragédie qui nous rappelle que même les actes les plus nobles peuvent avoir des conséquences terribles. Elle nous interroge sur la justice, la vengeance, le sacrifice, le sens de l'honneur. Des thèmes universels qui continuent de nous toucher aujourd'hui. Exactement. L'histoire des 47 Ronin est un miroir qui nous renvoie à nos propres valeurs, à nos propres contradictions. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de la légende des 47 Ronin. Une histoire qui, j'en suis sûr, vous laissera songeur.